La suite, c'est la géodynamique interne de 68 à 2025. Pourquoi 68? Parce que 67 et 68, c'est l'année où trois personnes, ces trois personnes-là, Mackenzie, Le Pichon et Morgan, ont proposé la tectonique des plaques, qui a été une révolution. Moi, je l'ai connue en tant que jeune étudiant. En 68, j'étais en première. Mais quand je suis arrivé à la fac, il y avait encore les deux tiers des profs qui ne parlaient pas de tectonique des plaques, mais de géosynchrono, et un tiers des profs qui en parlaient déjà. Ça dépendait. Donc, et j'ai dit que de 68, 67, 68 jusqu'à maintenant, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé et que ce qui a changé n'est pas assez changé dans la transmission des données, des modèles. Et pour montrer qu'en 57 ans, les choses changent, on passe de Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Les choses, pas leur ignorance, mais à part leur ignorance au point de vue scientifique, les choses changent. Il y a peut-être Giscard, c'était le seul qui avait une culture scientifique, il était polytechnicien, ce qui ne l'a pas empêché de se faire rouler par le coup des avions renifleurs, mais enfin bon, passons. Donc, 67-68, c'est la géodynamique moderne. Alors, le modèle des années 70, que vous avez tous voir, c'est une carte. Connaissez cette carte, avec les limites de plaques, les dorsales, les zones de subduction, quelques transformantes. Ça, c'est le modèle en version cartographique. Il est dans tous les livres, il n'y a rien à redire ça. Sa version en coupe, qui est toujours dans les années 70. Vous retrouvez ça sur le web, alors qu'il n'y avait pas de web en 70, c'est ça qui est curieux. Donc, vous avez ces schémas-là. Vous avez sans doute tous vu des schémas comme ça, il y en a plein les livres, et j'espère que ces schémas vous choquent profondément. On y reviendra. Ces schémas sont une abomination. Mais beaucoup de gens ne le voient pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, pourquoi moi je ne vois plus le bas de. Je ne sais plus, je vois plus le haut de mon écran. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous. Vous voyez le haut de mon Alors, écran? nous, on voit On très voit bien, très le bien. PowerPoint est très bien. Voilà. Bon. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis 55 ans? Il y a eu plein de données nouvelles sous-marines. Il y a eu des données expérimentales. Il y a des données spatiales. Et certains géologues ont cessé d'être allergiques à la physique. Alors, pour faire joli, j'ai mis une équation. Certains géologues ayant cessé d'être allergiques à la physique, ils se sont mis d'arrêter de raconter des âneries. Mais à côté de ça, le modèle n'a pas changé sa nature profonde. Il y a toujours des plaques, des zones d'écartement, etc. Mais il y a eu des modifications significatives à cause de ces données nouvelles et ces modèles nouveaux. Et ces données significatives, nouvelles, ces modifications significatives, et pourquoi je ne vois pas le haut de mon écran? Ah, le revoilà. Euh, Ça a du mal à passer et dans les milieux géologiques, non, non spécialisés, donc par exemple les profs de secondaire, et je ne parle pas des milieux de vulgarisation, qui dans ce cas-là méritent bien leur nom parce que c'est tout à fait vulgaire. Alors, pour vous montrer là les milieux de vulgarisation, c'est pourtant une revue qu'une certaine tenue, c'est National Geographic Magazine. C'est pas très vieux, 2011. 2011, ça fait que 24 ans, 14 ans. C'est pas très vieux. Vous avez un schéma de la Terre en colère. On va agrandir ce que j'ai encadré ici. Le manteau, la chaleur fait circuler la roche liquide du manteau. Elle vient, alors la chaleur vient en partie des isotopes radioactifs, etc. Donc, en 2011, National Geographic met encore un manteau liquide. Je vous signale à tous, mais vous le savez, qu'on a découvert qu'au moins jusqu'à 2000 km de profondeur, la Terre était solide à cause d'un séisme enregistré en Allemagne qui avait eu lieu au Japon en 1889. En 1889, on sait que au moins les 2000 premiers kilomètres de la Terre sont solides. En 1911, on sait que c'est jusqu'à 2900 kilomètres. Donc, il y a des gens qui ont un petit peu de retard. Demandez à vos collègues de géographie comment c'est l'intérieur de la Terre. Les plaques flottent sur le magma. C'est bien connu. Alors, première modification dont je vais parler, c'est mieux comprendre la physique de la convection. Et ça, c'est une des choses abominables dans l'éducation nationale française, c'est le cloisonnement entre les disciplines. Les physiciens et les naturalistes ne se causent pas parce que les naturalistes comprennent pas trop les équations des physiciens et les équations physiciennes ne font aucun effort pour simplifier ces équations, donc c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui fait bouger les plaques? C'est Archimède.
Toutes les choses ont un poids, mais depuis Archimède, on sait que toutes les choses plongées dans un fluide, fluide entre guillemets, subit une poussée de bas en haut égale au poids du fluide déplacé. C'est-à-dire ce qui est froid, c'est-à-dire ce qui est dense, a tendance normalement à descendre. Ça, tout le monde le sait. Et pour le visualiser, j'ai mis un verre d'azote liquide ici. Ça refroidit à côté. Et l'air qui est refroidi par l'azote liquide descend. Il n'y a même pas besoin d'Archimède pour voir ça. Donc, ce qui est froid est plus dense. Ce qui est plus dense descend. Ce qui est chaud est moins dense. Et comme il y a une poussée d'Archimède, ça pèse, une montgolfière, ça a quand même un poids. Mais comme c'est moins dense que l'air ambiant, quelque chose de chaud a tendance à monter. C'est ça qui fait la tectonique des plaques. Alors, prenons la convection thermique. C'est un phénomène de surface. Quand je parle de surface, je ne parle pas du haut, je parle de surface au sens interface. Un phénomène qui se passe au niveau d'une surface, même si la surface est profonde. Imaginons une cuve, les parois en bas latérales sont isolantes. En haut, je maintiens une surface, une plaque, par exemple, avec de l'eau froide qui circule. En bas, une plaque avec de l'eau chaude qui circule. Et entre les deux, un fluide. Un fluide relativement isolant, les parois sont isolants. Le fluide qui est ici, il est au contact d'une surface froide. Qu'est-ce qu'il fait? Il se refroidit. Puisqu'il se refroidit, il devient plus dense. Puisqu'il devient plus dense, il a tendance à plonger. Puisqu'il plonge, il n'est plus en contact avec la partie froide. Donc, il ne se refroidit plus. Il plonge à température constante, sans se refroidir. Ça se refroidit qu'au niveau de la surface. C'est la même chose en sens inverse en bas. Là, vous avez du fluide qu'au contact de la plaque chaude, il se réchauffe, ça devient moins dense, donc ça monte. Quand ça monte, il n'est plus au contact, donc une température constante. Vous pouvez vérifier ça quand vous avez une casserole avec de la convection. C'est refroidi par en haut, par exemple l'air de la pièce, c'est chauffé par en bas, la plaque électrique. Avec un thermomètre, vous pouvez voir que la température fait ça. À part à l'extrême surface d'en haut, à l'extrême surface d'en bas, où il y a un fort gradient de température, la température est constante. C'est pourtant dans une casserole, les nouilles qui sont là et les nouilles qui sont là cuisent à la même vitesse. Que la température est constante dans l'ensemble de la casserole, c'est une expérience que n'importe qui fait la cuisine le sait. Donc, cette couche-là, on appelle ça la couche limite thermique. C'est la petite tranchette où se fait les échanges de chaleur par conduction entre le fluide et une source de froid ou une source de chaud. Et comme vous êtes des grands profs, vous savez que la lithosphère océanique, eh ben, c'est la couche limite thermique supérieure des cellules de convection du manteau. C'est la meilleure façon de définir la lithosphère océanique, plutôt classique. Je ne dis pas qu'il faut le faire comme ça pour des élèves de troisième ou de première, hein, mais pour des grands, la lithosphère océanique, c'est la couche limite thermique. Alors, des couches limites thermiques, ça peut être en haut ou en bas. Par exemple, si vous avez une route qui est surchauffée, sur 1 ou 2 centimètres, l'air est surchauffé lui aussi. Puis dès qu'il est surchauffé, il monte et il ne se chauffe plus. Et cet air surchauffé qui est au contact du goudron noir, ayant pas le même indice de réfraction que le reste de l'air qui est autour, ça peut faire des jeux de miroirs, c'est l'origine des mirages. Chaque fois que vous voyez un mirage, c'est pas une flaque d'eau, là c'est un mirage. À chaque fois que vous voyez un mirage, vous voyez une couche limite thermique chaude comme celle-là. Donc, si vous prenez la cellule de convection classique, fond chaud, surface froide, la surface froide, le haut a tendance à descendre et le bas à monter. Au centre, la température est constante. Donc si la température est constante, il n'y a pas de force d'Archimède, il n'y a pas cette chose qui est là n'a aucune tendance ni à monter, ni à descendre, ni à la droite, ni à la gauche. Il y a peu de mouvements là-dedans. Il y a des mouvements que parce que c'est entraîné par le haut et par le bas. Parce que s'il y a ça qui descend, eh ben, latéralement, ça fait de l'appel comme ça. S'il y a ça qui monte, latéralement, ça fait un appel. Donc au milieu, s'il y a mouvement, c'est que à cause de ce qui monte et ce qui descend. Donc à chaque fois que vous voyez un schéma avec des grandes flèches de convection à l'intérieur du manteau, c'est que le monsieur n'a rien compris. La montée est active, comme dans le jet d'eau de Genève, la descente est active, comme dans cette cascade à Yosemite Park, et entre les deux, il y a peu de mouvements, et les mouvements qu'il y a sont causés par les mouvements des couches limites thermiques qui montent, qui descendent ou qui dérivent. Alors, il y a un deuxième cas classique de convection qui n'est pas facile à modéliser, moins qu'avec une casserole, mais qui est représentatif du manteau. C'est, imaginons, refroidi par le haut, la Terre est froide, en haut, et le chauffage est interne. Et c'est tout à fait le cas du manteau. Il y a plein d'atomes de radioactivité, potassium,
potassium, uranium, thorium. Le manteau est chauffé non pas par le bas, là dans cette hypothèse-là, j'imagine que le fond est isolé. C'est pas chauffé par le bas, c'est chauffé dans la masse, mais c'est refroidi par le haut. Alors la descente est active, latéralement ça dérive pour boucher le trou, et il y a une remontée qui n'est pas active mais qui remonte pour boucher le trou. Et la remontée est passive. Seule la descente est active, j'ai mis la cascade. J'ai pas mis le jet d'eau de Genève, il n'y a pas de remontée active. Évidemment, entre le cas 1, chauffé par le bas, refroidi par le haut, et le cas 2, chauffé dans la masse, refroidi par le haut, et vous avez tous les intermédiaires possibles. Vous pouvez par exemple dire que le manteau produit 80% de la chaleur, mais que le noyau fournit quand même 10% de la chaleur. Il y a le manteau, le noyau est un peu chaud, enfin il est chaud, et il fournit un peu de chaleur. Alors pas beaucoup, hein, le noyau c'est 15% du volume de la Terre. Le manteau 85%. Donc quand il y avait l'essentiel de la chaleur est produite dans la masse, mais qu'il y en a quand même un petit peu qui vient en bas, il y a une grosse descente active et il y a des petites remontées passives. Là, vous avez les couches limites thermiques qui sont symétriques. Là, il n'y a qu'une couche limite thermique, puisque la température est constante. Et là, il y a une grosse couche limite thermique en haut, une petite couche limite thermique en bas. Alors, si on regarde, là, on a des données expérimentales ou observationnelles sur la Terre. On peut, avec des échantillons jusqu'à peu près 500 km, et avec la température à l'interface manteau supérieur et manteau inférieur, connaître la profondeur, donc la pression, et la température dans la Terre. Alors ça, c'est les forages en surface. Ça, c'est différentes enclaves de péridotite montées par les roches volcaniques. Vous avez ça, c'est à peu près la température dans les 700 premiers kilomètres. Avouez que ça ressemble beaucoup à la théorie d'une couche limite thermique supérieure. Ça, c'était la première modification, comprendre ce qu'est la convection. Deuxième chose, deuxième modification, les apports de la tomographie sismique qui n'existaient pas en 67-68. Avec ça, on peut voir, alors ça se trouve souvent dans les livres, que par exemple, là vous avez une coupe qui va du Pacifique à l'Atlantique, en passant par l'Amérique du Sud, que les zones froides, avec des anomalies de vitesse, je ne vais pas détailler le principe de la tomographie, descendent alors ici jusqu'à 2300-2400 km de profondeur. Donc les subductions vont très bas. Par contre, les dorsales, c'est 3 fois rien. À 400 km, 500 km de profondeur, les dorsales ne sont pas plus chaudes qu'ailleurs. Donc les subductions se voient très bien dans le manteau, et elles, les moteurs, par contre, les dorsales, ça compte pas, c'est du pipi de chat. Là, c'est une autre coupe. Alors, pipi de chat, c'est un peu plus chaud superficiellement, c'est sûr, mais le chaud ne vient pas de profond. Par contre, le froid de la surface descend très profond. Et ce sont elles, les subductions, les moteurs de la subduction, des mouvements, parce que le froid descend, la chaleur est essentiellement produite dans le manteau par la masse. Ça descend, c'est moteur. Et la remontée, c'est pour boucher le trou. Je dirais que si on n'avait qu'une chose à dire, on parlerait de la subduction et la création au niveau des dorsales. C'est une conséquence annexe de la subduction. Troisième modification, la connaissance des mouvements absolus, alors grâce un peu au point chaud, mais surtout grâce à la géodésie spatiale. Avec les satellites et tout ça, on peut mesurer le mouvement des plaques. Alors ça, c'est la représentation classique relative du mouvement des plaques qu'on voit dans tous les livres. Par exemple, ici, vous avez 4 cm d'écartement, 2 d'un côté, 2 de l'autre, au niveau d'une dorsale. Le plus rapide, c'est 18, 9 d'un côté, 9 de l'autre. C'est ce qu'on voit dans la majorité des livres. Si on prend les mouvements absolus, on fait ça par GPS et tout ça, ça n'a pas du tout la même gueule. On va regarder un point, ici, la dorsale nord-indienne. Et si on regarde la dorsale nord-indienne, là, on a l'impression que ça s'écarte symétriquement 2 cm en total, c'est-à-dire 1 cm 25 d'un côté, 1 cm 25 de l'autre. C'est ce qu'un élève va dire. Là, c'est pas ça du tout. C'est la plaque indo-australienne va à 6 cm par an dans cette direction. La plaque africaine va dans la même direction, mais moins vite, 3,5 cm par an, ce qui fait un écartement relatif, qui est bon, hein, les anomalies magnétiques nous donnent de 2,5 cm par an. Mais l'écartement est relatif, mais
les deux plaques vont dans le même sens. Et la dorsale, évidemment, se rapproche du nord. Alors, on peut bien voir que, que le rôle moteur, c'est les subductions. Si vous prenez un diagramme, ici, ça vous donne la vitesse absolue des plaques, pas la vitesse relative. Et là, le pourcentage des limites des plaques qui subductent, c'est-à-dire une plaque qui plonge. Le maximum, ça va jusqu'à 40% d'une plaque qui plonge. Hein, c'est la plaque philippine qui a le plus de pourcentage qui plonge. Là, vous avez les plaques qui ne subduisent quasiment pas et elles vont lentement. Et là, vous avez les plaques qui subduisent et elles vont vite. Il y a vraiment une relation, c'est bijectif. Les plaques qui ne subduisent pas vont lentement, les plaques qui subduisent vont vite. Si avec ça, vous n'êtes pas convaincu que le moteur, c'est la subduction, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, quatrième modification, la confirmation du faible rôle des dorsales et pour les dorsales, du faible rôle de magmatisme dans le fonctionnement des dorsales. Vous avez une dorsale ici, c'est bien connu. Alors moi, quand j'étais à la fac, on m'apprenait que c'était les dorsales qui poussaient le rôle moteur. Il y avait des gens qui ne croyaient pas à la tectonique des plaques à l'époque, et ils avaient un bon argument. Si les plaques, si les dorsales poussaient, à l'époque, on avait des anomalies magnétiques, on avait les mouvements. Prenez la plaque africaine. Ici, ça pousse. Ici, ça pousse. Donc la plaque africaine devrait être en compression. Or, elle n'est pas en compression. Il y a même le rift africain en plein milieu. Et la plaque africaine est en extension. Donc, il disait, c'est que votre technique des plaques, c'est du bidon. Et les gens qui étaient partisans ne disaient pas, on n'avait pas de tomographie sismique, ils ne disaient pas, oui, mais les dorsales, ça ne pousse pas. Alors, donc, une dorsale, s'il y a une dorsale ici, c'est parce que ça va vite, ça va moins vite, et ça va encore moins vite si vous prenez le mouvement absolu. Est-ce que j'ai mis les mouvements absolus? Voilà, la plaque Afrique. La plaque, là, elle est presque immobile. Donc, ce qui compte, c'est les subductions. Et comme cette plaque, elle n'a quasiment pas de subduction, on subdue sous elle, mais elle ne subducte pas, elle bouge quasiment pas. Alors, et les submersibles et dragages ont découvert que les dorsales, quand j'étais à la fac, on me disait, on parle toujours de rift océanique. Or, vous savez que les dorsales lentes ont un rift, mais les dorsales rapides n'ont pas de rift. Au sens vallée axiale bien prononcé, là, le schéma. Donc, première différence, il ne faut pas toujours parler de rift, mais de dorsales. Et deuxième chose, les dorsales lentes ont moins, ou voire pas du tout, de volcanisme. Là, vous avez une vue de ce coin-là de l'océan Indien. Eh bien, l'essentiel du fond, c'est de la péridotite. Il y a quelques petits affleurements de basalte ici ou là. Il y a 2-3 micro-affleurements de gabbro, mais l'essentiel, il n'y a pas de volcanisme. Donc, les dorsales lentes, on peut ou pas du tout de volcanisme. Et ça, c'est connu depuis toujours par les géologues alpins. Il y avait les ophiolites. On ne savait pas trop ce que c'était les ophiolites avant 68, on les décrivait, et on savait qu'il y avait des serpentines. De temps en temps, il y avait intrusifs dans les serpentines des gabbros, intrusifs. Et par-dessus les serpentines, il y avait ça c'est les Alpes, hein, des volcans. Et comble de l'horreur, au niveau du Chenaillet, il se trouve par hasard qu'il y a un volcan qui est par-dessus le contact entre un gabbro intrusif et une serpentinite. C'est l'itinéraire classique du Chenaillet. On peut croire à des élèves, regardez le manteau, la croûte océanique inférieure et la croûte océanique supérieure. Alors qu'il y a plusieurs millions d'années entre les deux, tout ça c'est un baisse-couillon. Les ophiolites alpines montraient des intrusions de gabbro dans le manteau, localement des basaltes qui recouvrent, et en cherchant bien, et puis c'est joli le Chenaillet, on peut faire croire qu'on a ça. Moi, la première fois que je suis monté au Chenaillet, j'étais en M1 pour parler un langage moderne. On m'a raconté le manteau, le gabbro et les basaltes. Et si on disait, oui, mais il n'y a pas de cortège filonien, oui, mais la tectonique l'a enlevé. Parce qu'on avait l'évangile selon Saint Croûte, il fallait qu'il y ait. Voilà. Alors, là, dans ce schéma qui date des années 96, donc il est assez jeune, vous avez des brèches sédimentaires, des éboulements, donc des sédiments faits par des brèches de péridotite qui se sont faites sous l'eau. Et on peut montrer ça à des élèves, si on sait où aller. Là, c'est dans l'Apennin italien, donc c'est l'Europe, on paye en euros, etc. Vous avez des brèches d'éboulement, des blocs de péridotite avec du calcaire.
Alors, c'est pas comme les ophicalcites du Chenaillet, parce que le calcaire, il s'est sédimenté au fond de la mer. La preuve, il y a des fossiles. Vous avez ici des numulites, une brèche de péridotite à numulite. Donc, le fond océanique de l'océan de l'Apennin, il y avait essentiellement des péridotites, un peu de basalte, un peu de gabbro, et c'était pas les mêmes. Cinquième modification, ce que j'appelle la fin de la sainte trinité du volcanisme. Vous prenez les vulgarisateurs, les professeurs, les programmes. Il y a trois causes de volcanisme. Dorsal et rift. J'ai mis une dorsale ici, un rift ici. Zone de subduction et d'arrière-arc. J'ai pris les Antilles. Et les points chauds, j'ai pris le Cap-Vert. Ça représente à peu près 90% des volcans actifs. Mais il y en a 10% qui sont en dehors de cette sainte trinité. Et en particulier le mont Ararat, les volcans d'Auvergne. Pourquoi je prends le mont Ararat? Parce que c'est le seul volcan actif dont parle la Bible. Et voici un dessin de Jérôme Bosch, 1515, où la région de Noé qui se pose au sommet du mont Ararat. Le mont Ararat, c'est très beau, c'est en plein milieu de l'Anatolie. Et c'est pas une subduction, c'est pas un point chaud, c'est pas une dorsale. Et quand j'ai pris cette photo, j'étais avec un groupe de profs, on venait d'Oman, comme il y avait la guerre en Irak, l'avion venant d'Oman n'a pas survolé l'Irak, a fait le tour par l'Iran, la Turquie. J'ai pris cette photo par le hublot du mont Ararat, c'était très beau. J'ai demandé à tous les collègues professeurs quelle est l'origine du mont Ararat. Eh bien, ils m'ont dit, bah, c'est pas une dorsale, non. C'est pas une subduction, non. Donc, ça doit être un point chaud. Quand c'est pas, on dit point chaud. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. Voici une carte du Moyen-Orient. Ça, c'est des volcans de subduction. Le programme en parle. Ça, c'est des volcans de collision. Longtemps que la subduction est finie, on est en pleine zone de collision. Le mont Ararat est là. Donc, beaucoup des volcans, les 10% connus, c'est des volcans de zone de collision. Et alors, cela, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai mis volcan 2. Alors, pour être sûr de faire de la géologie, c'est quelque part en Jordanie et en Syrie. Il y a peu de gens qui vont faire de la géologie par là-bas en ce moment. Il y a des volcans dont je, personnellement, mais ce n'est pas ma spécialité, je suis incapable d'expliquer l'origine. Alors, par exemple, ça, c'est le mont Ararat vu d'Erevan. Je ne sais pas s'il y a un lycée français à Erevan, mais s'il y a un lycée français à Erevan, bonjour aux gens d'Erevan s'il y en a qui m'écoutent, ils voient le mont Ararat juste de l'autre côté de la frontière. Hein. Or, s'ils obéissent au programme, ils ne peuvent pas en parler. C'est un volcan qui n'existe pas puisqu'il est ni de subduction rift, ni de subduction, ni de dorsale ni rift, ni de point chaud. C'est un volcan de collision. Je ne sais pas pourquoi les volcans de collision n'existent pas. Alors, ça existe dans les Alpes. Il n'y a pas besoin d'aller au mont Ararat. Voici une carte. Ça, c'est à peu près la limite approximative entre la plaque eurasienne et la plaque apulienne, la sous-plaque apulienne. Toutes les manifestations de volcanisme oligocène, c'est-à-dire post-subduction et antérieure à l'ouverture de la Méditerranée qui est Miocène, alors c'est discret, mais ils sont là, je les ai marqués. Tout ça, c'est des indications de volcanisme calco-alcalin, andésitique, post-subduction et anté-ouverture de la Méditerranée. Un jour, à Planète Terre, il y a quelqu'un qui était au lycée d'Annecy, qui regardait sur la carte géologique d'Annecy et qui disait, dans la carte géologique d'Annecy, 50 millième, ils disent qu'il y a des conglomérats andésitiques dans l'Oligocène. Je ne comprends pas. Ils devraient être sur la plaque italienne. Or, Annecy n'est pas sur la plaque italienne. Ils pensaient que la nature devait obéir au programme. Non, c'est les programmes qui doivent obéir à la nature. Et ce volcanisme des Alpes, oligocène, est recouvert d'une chape de silence. Or, on en trouve partout. Par exemple, il y en a, vous voyez, dans la région de Nice, hein, il y en a vraiment beaucoup. Alors, c'est discret, mais il y en a. Regardez ce super dike, quelque part ici. Je ne sais pas comment font les professeurs qui, au lycée de Saint-Raphaël. La moitié des galets de la plaque de Saint-Raphaël, c'est des galets d'acide, oligocène. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas au programme. Le prof se ferme les yeux. Alors, le volcanisme, il y a plein de mécanismes pour expliquer le volcanisme de collision. En voilà un. Vous avez la collision, c'est fini, ça ne bouge plus. Mais la lithosphère ici est quand même lourde. Elle a envie de descendre, elle descend. Ça casse. On parle de lithospheric breakdown. Et si la lithosphérique descend, la nature ayant horreur du vide, il y a de la scénosphère qui remonte pour boucher le trou. Ce faisant, elle se décomprime. Il y a eu, ça a été hydraté dans le temps. Il y a fusion du manteau, il y a fusion de la base de la croûte et ça fait un magmatisme très compliqué, le magmatisme de collision. Un Lyonnais, comme je suis depuis un certain temps, ne peut pas oublier ce volcanisme de collision. Alors il est très discret sur la carte géologique de France.
Parce que les auteurs de la carte géologique de France ont mis avec des couleurs spéciales le volcanisme tertiaire, par exemple bleu pour les basaltes. Il a mis des couleurs spéciales pour les granites, rouge par exemple. Mais pour le volcanisme primaire, il a mis les couleurs du primaire avec une surcharge. Par exemple, quand c'est carbonifère, il a mis du marron avec une petite surcharge de bleu ou vert, suivant que le volcanisme est acide ou basique. Mais c'est dans la légende, il y a marqué volcanisme de collision continentale. Ça y est. Mais vu de loin, on ne le voit pas. Et si je colore en vert flashy tout le volcanisme de collision continentale dans la région lyonnaise, vous voyez que c'est quand même difficile de l'ignorer. Sans compter qu'il y a du bon Beaujolais qui pousse par là-dessus. Donc, c'est pas totalement désagréable. Et si vous vous promenez dans les monts du Lyonnais, vous voyez des prismes de rhyolite de toute beauté. Et c'est de la rhyolite due à carbonifère inférieur, due à un volcanisme de collision au bord de la route. Vous pouvez arrêter les élèves. Mais ce n'est pas du programme, donc ça n'existe pas. Alors reprenons les schémas que j'ai montrés au début, ces schémas-là, et j'ai dit que j'espère que ces schémas vous choquent. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces schémas? Alors maladresse ou erreur, il y a des choses qui induisent, voire enduisent les élèves en erreur. Voilà un mauvais schéma qui enduit l'élève en erreur. Alors prenons celui-là. Alors, quand c'est maladroit, j'ai mis du orange. Quand c'est une faute, j'ai mis du rouge. Par exemple, ici, on voit, il y a marqué dorsale médio-océanique. Maladroit parce que, certes, pour l'Atlantique, la dorsale est médio, mais pour le Pacifique, la dorsale n'est pas médio. Donc, toutes les dorsales ne sont pas médio. Là, il y a les subductions qui sont toujours associées à un continent, ce qui renforce l'idée que le continent a un rôle dans la subduction. Or, il y a des subductions où il n'y a pas de continent. Les Mariannes, les Antilles, il n'y a pas de continent. Ici, la dorsale est au centre du schéma, ce qui implicitement lui donne un rôle majeur qu'elle n'a pas. Comme qu'on dit, l'élève est au centre du système éducatif français. Si c'était vrai, ça se saurait, premièrement. Et quand on met au centre, c'est que c'est important. Au dorsale, c'est pas important. Et puis, il y a deux choses qui sont beaucoup plus graves. C'est que là, on a l'ascension sous schéma part de la limite du noyau. Or, on a vu que c'était faux. Et là, vous avez la convection, cellule de convection, c'est marqué avec des grandes flèches. Puis là, il y a les mouvements, il y a des petites flèches. N'importe quel élève qui voit des petites flèches avec dessous des grandes flèches, il dit, eh bien, le mouvement du dessus est entraîné par ce qui se bouge dessous. Et on a vu que dessous, ça bougeait presque pas. Donc ça va vraiment pas. Deuxième schéma que j'ai montré, alors là, il y a marqué rift médio-océanique. Toutes les dorsales n'ont pas de rift. Un bon point, là, ils ont mis une subduction océan-océan. Ça, c'est bien. Et sinon, les erreurs en rouge, pareil que j'ai vu tout à l'heure, on a l'impression que la lithosphère, avec des petites flèches, est mise en mouvement par les grandes flèches du dessous. On a vu que ce n'était pas vrai. Là, la lithosphère océanique a une épaisseur constante. J'espère que vous savez tous qu'elle est quasiment d'épaisseur nulle au niveau des dorsales et de plus en plus épaisse au fur et à mesure qu'elle se refroidit. Et là, vous avez un espèce de gros bonbon orange, rose anglais, ce qui donne l'impression qu'on a une chambre magmatique dans le manteau, dans la sénosphère. Alors que les chambres magmatiques, quand il y en a, sont intracrustales. Alors on va détailler le schéma où tout induit l'élève en erreur, des grandes flèches et des petites flèches. Alors il faudrait mettre des grandes, voilà, au moins les flèches égales, et c'est ça qui entraîne la remontée. Là, il y a un gros réservoir qui va jusque dans, ça c'est la croûte, ça c'est la lithosphère, dans la sénosphère. Qu'est-ce que c'est que ce gros machin? C'est n'importe quoi. Il faudrait dessiner quelque chose comme ça, alors un rift, une zone de fusion partielle, j'ai gardé les mêmes couleurs, un écartement parce qu'il y a des subductions qui tirent, et comme ça s'écarte, eh ben, ça remonte pour boucher le trou. Comme ça remonte pour boucher le trou, ça fond partiellement du magmatisme. Pour qu'on voit mieux les couleurs, j'ai mis le manteau en vert. J'aime bien mettre le manteau en vert parce que la péridotite est une roche verte. Voilà. Donc ça, c'est un schéma qu'on avait avec un certain Stéphane Labroff, un collègue à l'école et moi, présenté en avril-juin dans le spécial pour la science d'avril-juin 2010, consacré à la Terre à cœur ouvert, où on avait bien monté que les dorsales, c'était très superficiel. Les points chauds, j'en ai pas parlé, c'est la seule chose qui vient de profond, mais les points chauds, c'est beaucoup moins. Si vous alignez tous les points chauds de la Terre, c'est beaucoup moins long que les dorsales. Les subductions, c'est important. Il y a du volcanisme de dorsale, du volcanisme de points chauds, du volcanisme de subduction, du volcanisme de collision.
et du volcanisme de rive continentale. Et sinon, comme la tomographie sismique et la géochimie des basaltes font beaucoup de progrès, je pense que ce qu'on avait simplifié par cette couche verte, qu'on appelait des secondes il y a 15 ans, euh, ça change beaucoup. Et si on revient dans 10 ans, j'aurai beaucoup de choses, enfin, pas forcément moi, mais beaucoup de choses à raconter sur ce qui se passe à la base du manteau, qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on disait donc en 2010. Alors, dernière chose, puis ça va être l'heure, une phrase classique qui, à elle seule, résume ces 50 ans d'incompréhension. On dit souvent quand une croûte océanique rencontre une croûte continentale, c'est la croûte océanique la plus dense qui subduit. Ça serait peut-être vrai si les dorsales poussaient. Et comme les dorsales ne poussent pas, quand quelque chose coule, ce qui compte, c'est la densité de ce qu'il y a dessous et pas la densité de ce qu'il y a à côté. Si vous vous noyez dans une piscine, c'est parce que vous êtes plus dense que l'eau et pas parce que vous êtes plus dense que le quai. Et quand le Titanic a coulé, c'est parce qu'il était plus dense que l'eau et pas plus dense que l'iceberg. Donc, ce qui compte, c'est la densité de ce qu'il y a dessous. Quand la lithosphère est vieille et froide, elle plonge en se foutant complètement de ce qu'il y a à côté. Donc, ne dites plus jamais une phrase comme ça. Alors, une expression, on l'entend plus, hein, mais on l'entendait beaucoup avant. Comme il y a fabrication d'océans au niveau des dorsales et que la Terre n'augmente pas de volume, là j'ai une grenouille qui gonfle, il faut bien qu'il y ait disparition d'océans quelque part. Historiquement, c'est vrai, on a démontré le fonctionnement des dorsales avec les anomalies magnétiques avant de démontrer le fonctionnement des subductions. Donc, c'est un raisonnement intellectuel. Il y a extension, donc il devait y avoir disparition quelque part. Mais c'était une démarche historique. Si on voulait dire quelque chose, on pourrait dire comme il y a disparition d'océans au niveau des subductions et que la Terre ne diminue pas de volume, il faut bien qu'il y ait création d'océans quelque part. Ça fait 50 diapos en 25 minutes. Je crois qu'on va s'arrêter.